ça y est, le vrai cinéma est de retour. Je vous l'annonce, le vrai cinéma est arrivé en fait en salle. On se disait putain, il manque quand même, ça manque quand même du vrai cinéma, j'ai envie de dire. Et bah ça y est, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Du coup, quatrième opus de la saga, y a-t-il un flic? Après, du coup, alors c'était y a-t-il un flic pour sauver la reine, il me semble. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Ça c'est le troisième. Et le deuxième, c'est lequel? Alors attendez, c'est le deuxième, c'est y a-t-il un flic pour sauver le président? Alors à noter qu'en VO, les titres sont totalement différents. En VO, le titre c'est The Naked Gun. Donc le premier c'est The Naked Gun from the Files of Police Squad. Donc vu que c'est la suite en fait d'une série qui s'appelle Police Squad, tout ça. Le deuxième s'appelle du coup The Naked Gun 2.5, donc 2 et demi. The Smell of Fear, l'odeur de la peur. Et le troisième s'appelle The Naked Gun 33 1 tiers, l'insulte finale. Donc globalement c'est vraiment des titres qui sont totalement différents, mais en fait le Y a-t-il un flic, ça vient évidemment de Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui du coup était un des films précédents du collectif du coup Zaz, Zucker, Abrams et Zucker, qui sont en fait composés de deux frères, David et Jerry Zuckers, et également de Jim Abrams, qui nous a quittés malheureusement il y a moins d'un an. Les deux frères Zucker sont encore en vie, mais du coup en fait, globalement, ils ont fait énormément de choses. Ils ont fait notamment du coup Airplanes, qui du coup, y a-t-il un pilote dans l'avion, avec également Leslie Nielsen, bien sûr, dans un des rôles principaux. Et du coup, ensuite, ils ont fait Top Secret, qui pour moi est un excellent film. Pour moi, c'est mon préféré, je pense, des frères Zaz, parce qu'il est extrêmement inventif, avec un Val Kilmer qui est totalement dingue dans Top Secret. Je trouve que c'est leur meilleur. Et du coup, ensuite, c'était. Alors, il y a aussi Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme? Je découvre ça. Donc, c'est vraiment la série des Y a-t-il, quelque part. Mais les Y a-t-il un flic, par contre, eux, ils sont extrêmement prolifiques. Ça, bien sûr. Et surtout, ils étaient attendus au tournant. Parce que ce remake, slash reboot, slash suite de Y a-t-il un flic, avec du coup, sans les Zucker, sans les Zaz, je crois qu'ils sont même pas à la production, hein, clairement. Je crois que oui, voilà, il y a aussi des films qui sont apparentés, mais en fait qui sont vraiment à part, sans les as à la production, à l'écriture, à la réalisation, parce que les deux premiers c'était réalisé par David Zucker du coup, qui n'a rien à voir, mais voilà, enfin voilà, non mais oui, un des frères Zaz, mais du coup, il y a quand même ce truc où là il y a plus personne dans le lot, donc on se dit mais comment c'est possible que ce film-là fonctionne? Comment c'est possible qu'un film comme ça, qui soit dans l'esprit des As, qui reprennent du coup la licence mythique Naked Gun, y a-t-il un flic, pour faire sa production, puisse fonctionner? D'autant plus que là, derrière dans la prod, il y a qui? Il y a du coup Seth MacFarlane, qu'on connaît notamment pour Ted 1 et 2, mais aussi pour American Dad, Family Guy, Cleveland Show. Donc c'est des séries... alors à la limite, American Dad et les Griffins du coup sont très connus. Family Guy, les Griffins hein, bien sûr, sont plus connus en France. Et Ted 2 évidemment aussi. Mais Cleveland Show par exemple c'est moins connu. Mais t'as quand même ce truc où l'humour de Seth MacFarlane ne convainc pas totalement. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un humour beaucoup trop référencé, beaucoup trop à base vraiment de références de pop culture ricaine, où ça peut être incompréhensible. C'est beaucoup de l'humour de situation, où juste c'est vous savez, c'est le fameux épisode avec c'est pas des belugas, c'est des sortes de baleines là dans South Park, où c'est vraiment très étrange, c'est vraiment dégueulasse, sur les Griffins, où ça dit en fait que globalement les Griffins c'est écrit avec juste des comiques de situation par un algorithme, presque par une IA j'ai envie de dire, et qu'en fait c'est vraiment dégueulasse, et moi je suis un petit peu d'accord parce que j'aime pas trop les Griffins, même si je vois l'attrait qu'il peut y avoir et je vois qu'il y a des épisodes un petit peu marrants. Voilà, les Lamentins, pardon, les Lamentins. Mais globalement, il y a quand même ce truc où Seth MacFarlane, moi j'ai un attrait pour les TED parce que je trouve que les TED ils sont rigolos, mais ça reste quand même de l'humour qui est pas vraiment quelque chose où je trouve que c'est ultra pointu, génial, etc. Il y a quand même un truc où moi je suis un petit peu en dehors de tout ça. Euh, mais du coup, je me suis dit, bon, y a-t-il un flic produit par Seth MacFarlane? C'est quand même un type qui fait rire l'Amérique, allez, pourquoi pas. Et en fait, c'est génial. Enfin, clairement, pour moi, c'est un des films de l'année, là, c'est Y a-t-il un flic? Parce qu'il y a quand même ce truc où
y a-t-il un flic pour sauver le monde du coup. Donc rapide coup d'intrigue, même si bon l'intrigue c'est pas le plus important. Mais en gros, du coup, on suit comment il s'appelle du coup, Frank Drebin Jr., le fils de Frank Drebin, l'original, donc qui était le flic incarné par Leslie Nielsen dans les Y a-t-il un flic originaux, qui là va devoir résoudre une enquête, en fait, avec notamment quelque chose qui implique un milliardaire tech bro qui construit des voitures électriques. Aucune idée de qui ça peut être, hein, bien sûr, dans la réalité. Mais voilà, il va voir ça. Notamment incarné du coup par Liam Neeson. Ce que je trouve vraiment excellent pour aller dans le côté mythique de la chose et dans le côté parodie. Parce que Liam Neeson, qu'on connaît évidemment pour les Taken, pour les rôles dans les films d'action, tout ça, il avait déjà repris plus ou moins une sorte de parodie de son rôle dans Taken dans Ted, premier du nom. Et il me semble que c'est dans le 1, peut-être c'est dans le 2, je sais plus. Et du coup, il va rencontrer notamment, parce que tout est lié autour d'un meurtre d'une personne, mais aussi d'un braquage de banque, etc. Et il va rencontrer notamment la sœur du défunt, jouée par Pamela Anderson, ainsi que tout un panel de personnages assez excentriques. Et avec toujours ce côté parodique, évidemment. Alors, c'est quand même la base hein, de Y a-t-il un flic, c'est que la base de Y a-t-il un flic, c'est que c'est des parodies extrêmement bien faites et avec beaucoup de respect pour les œuvres originales, à un tel point que je peux même vous passer une des scènes les plus mythiques évidemment de Naked Gun. Je crois que c'est dans le 3e si je ne me trompe pas, The Naked Gun, Undoubtable, c'est ça je crois, c'est les Incorruptibles là, je sais plus comment ça s'appelle, Incorruptible, si je tape ça, pourquoi pas. Oui mais non. Ah putain, y a-t-il un flic, la parodie des Incorruptibles qu'il y avait dans Y a-t-il un flic, qui est vraiment, voilà. Globalement, c'est cette scène-là, qui du coup est une des scènes vraiment extrêmement cultes des Y a-t-il un flic, donc là c'est dans le 3e Y a-t-il un flic. Cette scène-là, typiquement dans Y a-t-il un flic, elle est extrêmement pertinente parce que c'est une parodie du coup des Incorruptibles de Brian De Palma, dans les plans, dans le montage, dans tout ce qui se passe, dans les actions, etc. C'est une parodie pure et dure de la scène, ça se passe dans une gare, avec un landau, avec énormément d'action, avec un montage vraiment qui part un peu partout, etc. Et en même temps, là où c'est quelque chose quand même d'extrêmement cinéphilique, c'est que c'est pas n'importe quelle scène. Déjà, c'est pas n'importe quel film, hein, les Incorruptibles, hein, évidemment, mais surtout, la scène des landaux, c'est une scène extrêmement spécifique des Incorruptibles, et c'est une des scènes vraiment les plus cultes, hein, bien sûr, du film, mais surtout, c'est une des scènes les plus maîtrisées. Pourquoi? Parce que c'est une référence directe à la scène des escaliers d'Odessa dans le Cuirassé Potemkin. Cuirassé Potemkin qui est un des plus grands films soviétiques qui ait pu exister, par Eisenstein, qui reste un des maîtres en fait du montage. Et en fait, ce que j'adore, c'est que ça a gardé cette moelle en fait qu'on retrouvait dans les escaliers d'Odessa, c'est-à-dire ce côté muet, ce côté angle désaxé par moment, plan très marqué autour des personnages, et ça colle parfaitement au côté parodique et au côté camp, au côté vraiment extravagant en fait de la chose, avec vraiment que des éléments en fait qui vont rentrer à l'intérieur et qui vont en fait faire que des vannes de montage. C'est ça qui est incroyable, c'est que les Y a-t-il un flic, c'est beaucoup de vannes en rapport au cinéma, avec des trucs de montage, avec des trucs vraiment d'éléments qui vont interjecter dans l'intrigue, etc. Et je trouve que c'est vraiment une excellente scène qui est très très bien faite, qui rend hommage au cinéma, qui vraiment va avoir qui vraiment va être super bien réalisé. Et ça, c'est quand même la base des Y a-t-il un flic, c'est que c'est des films qui sont extrêmement bien réalisés. C'est bon, on vient de voir O.J. Simpson. Oui, c'est O.J. Simpson puisqu'il était acteur et que là-dedans il était acteur à cette époque-là. Donc voilà, on peut les regarder avec des plus jeunes. Oui, parce que et ce qui est beau, c'est que même sans connaître la référence des Incorruptibles, même sans connaître les escaliers d'Odessa, même sans connaître toute cette base, etc. En fait, vous pouvez quand même regarder cette scène-là parce qu'on comprend exactement ce qui se passe et que la parodie, le but c'est pas juste de dire voilà c'est une parodie de tel film, etc. et c'est d'un truc très référencé, tout ça. Non, ça reste quand même un aspect où en fait ça fonctionne même auprès des plus jeunes, même auprès des gens qui n'ont pas forcément ces références-là de Palma, de Eisenstein, tout ça, qui connaissent pas ces noms-là. Ça peut fonctionner parce que c'est juste une scène qui est très drôle même en isolé quoi. Et donc clairement, c'est un peu ce que je peux dire également de ce Y a-t-il un flic pour sauver le monde, puisque clairement, c'est un film où en soi, il y a quelques références, tout de même, notamment, là ça parlait dans le chat de O.J. Simpson, il y a une référence qui était déjà, je crois, dans le teaser, en plus de Y a-t-il un flic,
C'était déjà un petit peu dans le teaser, mais en gros, OG, si je regarde un petit peu, bon, je vais pas mettre celui-là du coup, The Naked Gun Reboot trailer, mais en gros, dans le trailer, il y avait déjà un truc où, en gros, oui, ça vannait déjà le fait qu'il y a O.J. Simpson, puisqu'en fait, il y a une petite entre. Alors, c'est une scène d'ailleurs qui dure 1 minute, hein, et c'est d'ailleurs, pour moi, c'est la plus grande qualité du film. Mais en fait, c'est une petite scène qui dure 1 minute où en fait, tous les persos vont dans le sort de mémorial, le hall des légendes. Et en fait, il y en a un. Voilà, c'est abordé directement. La vanne est très très drôle, je dois être très honnête. La vanne, moi, m'a fait hurler de rire quand j'ai vu le trailer la première fois. Forcément, dans la salle du cinéma, j'ai beaucoup ri, mais quand même beaucoup moins que si je l'avais découvert comme ça, dans de but en blanc, comme ça, sans le savoir. Mais forcément, c'est une vanne qui est très très drôle parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, O.J. Simpson a été lié à des affaires très médiatisées. Ça a été la course-poursuite la plus médiatisée du monde, etc. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs comme ça. Renseignez-vous un petit peu sur toute l'affaire O.J. Simpson. Mais globalement, il y a quand même un truc qui globalement marche super bien. C'est que, je vous l'ai dit, du coup, la scène là du mémorial, elle dure 1 minute. Et en fait, là où c'est fort, c'est que toutes les scènes sont très rapides. Et en fait, ça a un rythme qui, pour moi, est génial au niveau des vannes. C'est-à-dire que, autant, voilà, il y a quelques vannes référencées. On retrouve quand même l'humour de Seth MacFarlane. On retrouve son humour très référencé. On retrouve aussi beaucoup de jeux de mots. Et alors, ça là-dessus, d'ailleurs, moi j'ai vu le film en VOSTFR. Je ne sais pas ce que vaut la VF. Je sais pas ce que vaut la VF. C'est possible que la VF soit meilleure que les sous-titres. Parce que parfois, les sous-titres, c'est galère. Hein. C'est galère parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup, vraiment énormément de jeux de mots. Et en fait, de dialogue où en fait il y a du répondant entre les personnages, etc. Et il y a beaucoup de naturel. En fait, c'est ça qui est beau aussi dans les Y a-t-il un flic, c'est qu'il y a de l'absurdité partout, dans les scènes, dans les corps, dans ce qui se passe, etc. Mais en fait, tout est abordé avec un naturel, vraiment dans le jeu, etc. qui est vraiment parfait et où en fait tous les personnages, c'est très camp, hein, d'ailleurs les Y a-t-il un flic, hein, bien sûr, mais tout est abordé avec un naturel vraiment parfait. Je pense que voilà, la meilleure manière de le voir, c'est de le voir en sous-titré anglais. Si vous connaissez l'anglais et que vous parlez à peu près bien l'anglais, parce que clairement il y a des moments où même les sous-titres français peuvent être un petit peu dérangés. Mais voilà, mais globalement, comme il y a tellement de vannes en fait qui continuent tout du long du film, tout le temps il y a des vannes, et en fait des vannes qui sont ultra inventives à chaque fois. Il y a des vannes visuelles, il y a du comique de répétition, il y a du comique par le montage, il y a du comique un peu partout. Et moi de toute façon, c'est un peu ce que j'ai dit aussi. Globalement, j'ai fait un TikTok évidemment à la sortie, comme je fais très très souvent devant un film. Ce que j'ai adoré personnellement, c'est que c'est réalisé du coup par Akiva Schaffer, qui en fait, lui, vous ne le connaissez pas. Si je vous mets sa gueule, peut-être que ça va vous dire quelque chose, Akiva Schaffer, puisque ce type-là, en fait, c'est un réalisateur qu'on connaît notamment dans le cadre de The Lonely Island. Et The Lonely Island, que vous connaissez également, je pense, en partie pour leur parodie sur YouTube, évidemment, mais notamment, je pense aussi pour Andy Samberg, pardon, un peu pour Joe Matacone, parce que voilà, Joe Matacone qui est quand même un peu plus connu aussi, mais clairement, c'est un duo, en fait, c'est un trio, pardon, et je suis con, c'est un trio qui est extrêmement mythique sur YouTube. Ils ont fait beaucoup de parodies de clips, etc. Ils sont vraiment très très forts. Et ils avaient fait notamment un film qui était vraiment super bien, qui était du coup réalisé hein, par Popstar Never Stopping. Tes TikToks sont que sur TikTok, tu les postes en réel. Je les poste en réel également, je les poste partout. Ils ont réalisé un film ensemble qui s'appelle voilà, Popstar Never Stopping, par du coup Akiva Schaffer et Jean Matacone. Jean Matacone qui est crédité dans les remerciements spéciaux, un truc du genre, aide à l'écriture, je sais plus exactement. Donc voilà, il a quand même de la maîtrise là-dedans. Et en fait, Akiva Schaffer, entre temps, il a fait le film Tic et Tac. Bon, je pense qu'on peut s'en passer, mais, mais c'est pas mauvais, hein, bien sûr. Mais voilà, mais globalement, ça reste quand même un super réal, en fait. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que les Lonely Island, ils sont passés par la case, qui est la meilleure école, hein, je pense, du monde, qui est la case SNL. Et en fait, le SNL, ils ne font que faire des parodies. Je pense que vous connaissez déjà beaucoup de parodies du SNL, beaucoup de moments où, en fait, et pareil, c'est vraiment, je dirais pas que c'est maximal, mais en fait, il y a beaucoup de moments où ça va très loin, en fait, dans la parodie et dans le côté reproduction
de publicité, d'esthétique visuelle et de scènes pures et dures pour vraiment aller à fond dans la parodie. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'en fait, il y a un respect, clairement, dans la parodie autour pardon, Rajboul, je te réponds. Mais il y a un respect en fait dans la parodie. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, manque un petit peu parce que ce qu'on a vu typiquement avec la scène tout à l'heure de Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood et la scène des Lando des Incorruptibles, c'est quand même qu'il y a toujours un respect en fait derrière la parodie. Il y a toujours quelque chose où en fait on essaye, on sait qu'on passe après, on sait qu'on passe à côté, tout ça, et on essaye toujours de respecter l'œuvre originale. Ce qu'on retrouve moins dans certaines parodies aujourd'hui où en fait, notamment sur YouTube et notamment sur Internet, où en fait c'est pas tellement des parodies plus que c'est des références en fait, et c'est s'appuyer sur l'original et c'est dire voilà, regardez l'original, il était vachement bien fait quand même. Bon ben voilà, on va reprendre un petit peu de son aura globalement pour faire notre chose et pour faire notre truc et puis voilà. Et là ce qu'on retrouve dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde, c'est en fait un profond respect pour les films d'action. Et d'ailleurs, je voyais le commentaire de Mister HS qui disait personnellement, le visuel et l'esthétique trop propre du film est ce qui me rebute. Mais en y réfléchissant, je me dis que ça m'attire moins car les films d'action d'aujourd'hui que le film parodie m'attirent moins de base. C'est un petit peu aussi pour moi. Peut-être la limite, hein, mais en vrai, c'est pas non plus pour moi une limite, parce que le film reste. Enfin, le film, si je porte en valeur en tant que comédie et en tant que est-ce que ça m'a fait rire, oui, ça m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup rire. Et en fait, quelque part, l'image, elle est bien faite. C'est-à-dire, voilà, elle est bien faite pour quelqu'un qui. Pour une parodie de films d'action actuels où c'est très, enfin même des trucs genre Inside Man, les Taken, tout ça, les John Wick, les Kingsman, les Missions Impossible qui est quand même le haut du panier. Il y a quand même des petits moments de bravoure hein, au niveau de la réalisation, au niveau de la lumière, au niveau du travail de la photographie dans ce Y a-t-il un flic où clairement c'est vraiment très bien fait. Ça peut être des beaux moments de dialogue, des beaux moments où les personnages sont plutôt bien éclairés et où en fait ça joue justement sur cette esthétique putain, les lumières avant dans les films noirs, parce que les Y a-t-il un flic parodie également en partie les films noirs, pas que les films d'action, notamment les Incorruptibles hein, par exemple, mais il y a quand même ce truc où moi ce que j'adore c'est que il y a aussi tout un discours justement sur ça, sur cet aspect là, sur ce côté est-ce que c'était pas mieux avant les films, est-ce que le côté où finalement les films est-ce qu'on fait les meilleurs pots dans les meilleures confitures dans les vieux pots? Est-ce que finalement les films anciens qu'on retrouvait avant n'étaient pas mieux éclairés, n'étaient pas mieux faits? Est-ce que finalement ce Y a-t-il un flic n'est pas dans le sillage du Frank Drebin originel? Est-ce que finalement le Frank Drebin originel existe encore si on le remplace par celui-ci? Des trucs du genre. Et en fait, le génie du film, c'est que il apporte énormément de choses nouvelles. Alors évidemment, il y a des gags classiques pour les Y a-t-il un flic. Il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan pendant que le film est en train de se faire. Il y a beaucoup de trucs qui se passent à côté. Il y a des... Voilà, typiquement cette blague-là, c'est un truc vraiment, c'est du classique de Y a-t-il un flic avec les tchèques, etc. Il y a cette démonstration également de masculinité absolument parfaite, où c'est vraiment quelque chose de pur de Y a-t-il un flic. Également, ils ont gardé toute la misogynie. Alors, qui est un petit peu parfois remise en question, voilà, mais le film est quand même un poil misogyne, je pense qu'on peut se le dire, c'est pas horrible, hein, bien sûr, ça ne transvase pas partout dans le film, et en fait c'est un peu aussi la limite, c'est que comme c'est un film parodique, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un côté où ça critique cette masculinité-là et cette misogynie-là? Est-ce qu'il n'y a pas du second degré là-dedans, tout ça, des trucs du genre? C'est pour ça que moi j'estime que c'est pas non plus le point le plus important, mais ça reste quand même quelque chose qui est présent, c'est qu'il y a des blagues misogynes, et il y a des blagues, et en même temps, est-ce que c'est pas des blagues qui se moquent de la misogynie également, des trucs du genre, mais bon, c'est, voilà, il y a des blagues parfois qui sont un peu trop longues, ça ok, il y a des blagues comme ça qui peuvent vraiment prendre beaucoup de temps, mais tout de même, moi ce que je retrouve dans le film, c'est vraiment ce profond respect, oui voilà, on peut plus rien rire, on peut plus rien rire, mais en fait, c'est ça que j'adore, c'est que ce discours-là, sur le côté c'était mieux avant, le côté le passé, le progrès, etc. Le progressisme, le conservatisme également. Ces aspects-là, c'est vraiment quelque chose qui est très bien géré. Encore une fois, peut-être que voilà, moi j'ai quand même des petits soucis avec le film, notamment cet aspect très référencié.
Forcément, quand ça te balance 10 000 blagues à la seconde, il y a certaines blagues où c'est pas non plus génial. Mais ce que j'adore, c'est que c'est vraiment assez radical en fait. C'est ça que j'ai vraiment adoré, c'est que un film comme ça, je ne pensais pas qu'il pouvait exister encore aujourd'hui. Je me suis dit putain, mais c'est plus possible, on n'en fait plus des comme ça, j'ai envie de dire, on n'en fait plus des comme ça. Et en fait, quelque part, le fait que le film soit réussi prouve prouve que le discours du coup autour de oui, c'était mieux avant, tout ça, est totalement faux. C'est juste qu'il faut mettre du cœur, il faut mettre vraiment les bonnes personnes derrière, etc. Mais que c'est totalement possible. C'est vraiment totalement possible de faire un film comme ça. C'est juste qu'on a encore la maîtrise, on a encore la matière pour le faire. On n'a pas perdu nos connaissances, on n'est pas devenu plus bête, etc. C'est juste qu'il faut mettre les bonnes personnes derrière, le bon budget, les bons aspects, etc. Mais clairement, tous les running gags ils fonctionnent bien. Le running gag avec le café il est hilarant tout du long. Enfin vraiment, c'est qu'en fait globalement ils ont tout le temps une coupe de café qui parfois ils balancent par terre alors qu'elle est encore pleine, etc. Il y a des moments où en fait, pareil les personnages, vu que c'est de la parodie en fait, ils ont une construction globale. Hein, voilà, ils ont une construction globale de qui sont ces personnages, tout ça. Mais il y a quand même ce truc où des fois ils vont devenir plus bêtes d'un coup pour les bénéfices d'une scène et d'un coup ils vont devenir extrêmement intelligents, enfin comme dans un cartoon hein, globalement. Mais les personnages sont quand même très bien construits tout du long. On est très attaché à eux, notamment à ce Frank Drebin Jr. Je trouve qu'il est vraiment super bien construit comme personnage. L'interprétation de Liam Neeson, je trouve qu'elle est géniale. Parce qu'on rentre vraiment dans quelque chose où en fait bah, c'est un type qui est habitué aux comédies d'action. Et en fait aux films d'action particulièrement, hein, pas aux comédies d'action. En fait ce que j'ai adoré c'est que il joue exactement comme dans ses films d'action à lui. Exactement à la virgule près. Sauf que bah, du coup le texte est différent. Donc du coup ça produit ce contraste là. Et moi c'est ça que j'ai adoré. C'est que vous savez aujourd'hui, moi c'est un peu ce truc là aussi. On en parlait un petit peu hein, mais dans le TikTok récent. C'est que en gros les films, les films parodiques aujourd'hui n'existent plus. Ça n'existe plus du tout. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a plus rien qui existe là-dessus. Bon, ok. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des comédies d'action. Bah, le MCU notamment. Même là, le Superman récent. Le Superman récent qui est pas trop une comédie, pas tant que ça d'ailleurs. Mais ce qui reste un film d'action léger, j'ai envie de dire. Et en fait, du coup, une parodie aujourd'hui qui veut exister, ça ne peut être que, cela est-il un flic, qui est radical, qui va à fond dans sa démarche. Typiquement, j'ai vu une interview notamment de Akiva Scheifer qui parlait du fait que, en gros, il y a une scène avec un bonhomme de neige dans le film qui est une blague assez longue. C'est vraiment une blague, toute une blague dans une séquence, etc. qui a fait beaucoup rire ma salle. Mais en fait, les studios lui ont dit pendant un petit temps, ah cette scène-là, elle est longue, quoi. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il s'est battu pour garder cette scène. Il s'est vraiment battu énormément pour garder cette scène. Et ah oui, le truc John Cena, Idris Elba, votre flegme britannique, je le dis parce que j'en ai marre de voir cette pub pour Heads of States, là, j'en ai marre. Mais, mais globalement, il y a quand même ce truc où il s'est battu pour garder cette scène qui est extrêmement longue, qui est vraiment assez radicale dans sa présence, dans son ton également. Et je trouve ça vraiment super. Parce que c'est comme ça en fait qu'il faut faire. Au bout d'un moment, on peut plus être dans un truc un peu mesuré quand on fait un film parodique comme ça, quand on fait une comédie. Non, il faut y aller à fond. Et en fait, pareil, les comédies aux États-Unis, en salle, ça n'existe plus trop. Aujourd'hui, les comédies, c'est du direct to streaming. Ça existe nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, dans le cinéma, il n'y a plus grand chose quoi. Il y avait Happy Gilmore 2 qui est sorti directement en VOD. Bon, c'est pas le plus grand film du siècle, mais voilà, au moins une comédie qui existe. Et sinon, bah, maintenant, la place des comédies, vu qu'en plus c'est un genre, c'est un peu pour ça aussi que les comédies sont sur les plateformes de streaming, c'est que c'est un genre qui est assez vieillissant. Donc du coup, ça veut dire que les personnes ne vont plus nécessairement au cinéma pour voir ces films-là, tout ça. Surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont beaucoup moins cette culture du les vieux vont au cinéma, j'ai l'impression. C'est plus du les vieux restent chez eux et puis voilà quoi. Et globalement, il y a quand même ce truc où les cinquantenaires aujourd'hui, qui ont grandi avec des grandes comédies dans les années 90, 80, tout ça, bah, en fait aujourd'hui, vont rester chez eux à regarder un film sur Netflix. Donc c'est la place de Happy Gilmore 2, c'est sur Netflix. Et donc globalement, il y a quand même ce truc où Y a-t-il un flic? C'est un film qui est radical. Et c'est un film qui... c'est comme ça, en fait, qu'on fait survivre la comédie. Et d'ailleurs, il y a eu toute une campagne en mode save comedy de la part de la promotion du film, de la production du film, que je trouve vraiment ultra pertinente. Parce qu'effectivement, moi j'ai envie que ce film-là, il réussisse. C'est rare que j'ai envie qu'un film ricain
comme ça réussissent. Vous savez, même Sinners, j'étais en mode oui, ce serait sympa que ça réussisse, et puis voilà, pour les films originaux, tout ça, voilà. Mais là, c'est vraiment un film, j'ai très très envie qu'il réussisse, parce que clairement, est-ce que ça peut ouvrir la voie pour une suite potentielle, pour d'autres films parodiques, pour des comédies radicales, j'ai envie de dire, vraiment qui vont loin dans leur humour, qui encore une fois vont à la hauteur de leurs idées, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est bien d'avoir des idées, hein, bien sûr. Oui, c'est bien, Sinners. C'est bien d'avoir des idées, de blagues, etc. Mais c'est bien d'avoir les moyens pour faire en sorte que ces idées-là aillent plus loin. Et moi, ça me rappelle aussi tout un... J'avais regardé notamment... j'avais regardé le commentaire de Bref, la série, la première série. Oui, voilà, il y avait les frères Farrelly pendant un petit temps. Finalement, aujourd'hui, bah, un des deux frères, il a fait Green Book récemment. Et bon, c'est des films feel good. Et puis voilà, pareil, les films feel good ont un peu enterré les grosses comédies, j'ai envie de dire. Les frères Farrelly, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Dumb and Dumber notamment. Mais globalement, avis sur Bref 2, c'est très bien. Mais, mais bref, typiquement, y avait un truc dans le commentaire qui m'avait marqué. C'était un épisode où en gros, ils disaient que c'était quelque chose qui les avait marqués. Où en gros ils écrivaient dans le script et là il y a un personnage qui est dans un couloir avec un kayak. Et après, plus tard, vu qu'ils sont aussi réalisateurs de la série qui scénarise, ils se disaient putain mais en fait ce qu'on a écrit, on a écrit un kayak là comme ça pour la blague, etc. En plus c'était un truc en mode random is funny, hein, clairement comme blague. Et après ils viennent sur le tournage et il y a genre 3 personnes qui portent un kayak d'un des escaliers pour le faire monter dans un appartement. Et en fait, c'est ça aussi, moi, que j'admire beaucoup dans ce Y a-t-il un flic. C'est ce côté où, en fait, on sent qu'ils sont absolument pas limités par le budget, par ce qui se passe, par la production, etc. Et qu'ils sont vraiment en mode, bah là, on va écrire telle blague, et la blague aura cette gueule-là, exactement. Et c'est vraiment très pertinent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des blagues où, en soi, ça se donne le budget de ses propres idées, ça donne les moyens de ses propres idées. Et c'est vraiment... moi, un truc que j'adore énormément. Et c'est pour ça, moi, et je trouve d'ailleurs en plus, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un film à soutenir. Voyez-le en salle, clairement, parce que moi, ma salle, je suis allé voir au MK2 Bibliothèque, qui est assez, j'ai déjà dit, assez animé, assez vivant, j'ai envie de dire. Et bah, clairement, ça a beaucoup aidé, parce que même s'il y avait des blagues où pas tout le monde riait, tout ça, moi, globalement, j'ai ri à quasiment toutes les blagues. J'étais le fou, vraiment, qui ne faisait que rire. Je partais en fou rire par moment devant le film. Mais globalement, voyez-le en salle parce que le voir avec une salle qui est animée, qui vraiment rit à gorge déployée, ça aide énormément dans l'appréciation. Je pense que le voir chez soi, moi j'ai vu les Y a-t-il un flic, les 3 Y a-t-il un flic, je les ai vus chez moi, hein, bien sûr, mais ça reste des films qui sont très très drôles, bien sûr. Mais je pense que voir un film comme ça au cinéma, avec du coup la salle qui rit, etc., ça rehausse vraiment l'appréciation qu'on peut avoir du film. Donc vraiment, pour moi, c'est un film à voir en salle, c'est un film à soutenir. La comédie est de retour, très très bien. MK2 prend la carte UGC, oui, tout à fait. Alors, Mr. Goodgill, si tu ne sais pas ça, vraiment, pour moi, ça a été le truc qui a été décisif pour prendre ma carte UGC. C'était de me dire, ah mais en fait, il y a aussi la MK2. Parce que clairement, si vous ne savez pas ça, hein, bien sûr, mais MK2 prend la carte UGC. Et beaucoup de petits cinémas indépendants prennent aussi la carte UGC. Soutenez vos cinémas indépendants, bien sûr. Mais je pense que pour le coup, ce film-là, c'est à voir dans une grande salle, avec un public qui est bien averti, qui s'y connaît à peu près. Parce que voilà, les références, c'est assez accessible. Je pense que si vous regardez un petit peu des Twitter, ce qui se passe sur Internet, etc., des talk shows ricains qui sont parfois assez référencés, tout ça, vous pourrez comprendre. Pour donner un exemple, il y a je vais spoiler vite fait un petit truc, il y a un caméo à un moment, c'est pas un gros spoil parce que il est pas trop prévisible de quand il apparaît, il y a un caméo à un moment de Weird Al Yankovic. Voilà, c'est ce niveau-là, j'ai envie de dire, de référence aux États-Unis, où Weird Al, totalement inconnu en France, sauf des gens qui suivent à peu près la culture états-unienne. Et bon, les sous-titres sont totalement perdus, mais globalement, il y a quand même ce truc où, si vous connaissez Weird Al, vous comprendrez une grosse partie, je pense, des références qu'il peut y avoir dans Y a-t-il un flic. Et même si vous comprenez pas, juste l'interprétation porte beaucoup. Il y a beaucoup de références que moi je connaissais pas du tout, où je me disais oui bon ok mais je comprends où ça veut en venir. Il y a une référence en mode je sais pas, un moment typiquement ça dit la voiture était électrique. Et, moi à mon époque il y avait très peu de choses électriques, la chaise, les grille-pains,
telle actrice dans tel film, je suis en mode oui, je comprends, je comprends où ça va. Mais voilà, c'est quand même ce truc où moi, il était un peu connu pour ses parodies de Michael Jackson à une époque. Ah bah, mais en France, pas trop, hein, Weird Al, je veux dire, Fat, tout ça, la parodie de Bad, pas trop quoi. Et globalement, il y a quand même ce truc où Weird Al, ça reste une icône, mais exclusivement aux États-Unis. Chez nous, il est vraiment quasiment inconnu. Il y a un biopic sur lui, il est, je crois, même pas sorti en France. C'est vraiment parce que personne ne connaît Weird Al. Pourtant, il y a Daniel Radcliffe dans le rôle principal et tout, quoi. Donc voilà. Et clairement, pour moi, cela a-t-il un flic? Effectivement, il faut être assez averti pour certaines des références. Mais encore une fois, l'humour n'est pas que des références. Il y a aussi beaucoup d'humour visuel, de l'humour de répétition. Voilà, le truc avec les bras qui s'enlèvent, tout ça. Et il y a aussi de l'humour, et ça, c'est un truc que j'ai apprécié aussi. Et on revient d'ailleurs à ce qu'on disait avec Toré par rapport à What's Upon a Time in Hollywood. C'est que si vous êtes un public averti et que vous connaissez les références, notamment de films d'action modernes, notamment il y a des références à vraiment des scènes spécifiques d'un Mission Impossible récent. Je vais pas trop en dire, mais où je me suis... en fait, quand la scène a commencé, je me suis dit, oh putain, c'est cette scène-là, c'est génial. Et forcément, et en plus, les twists que ça fait là-dessus, sur la démarche de cette scène-là, je crois que c'est, si je me trompe pas, une des scènes d'introduction du 6. Ouais, du 6, il me semble. Et globalement, il y a quand même ce truc où, en vrai, voilà, c'est quand même, ça s'appuie sur une culture, en fait, que vous pouvez avoir personnelle des films d'action, où, en fait, vous aurez un peu un temps d'avance sur le film, et presque, c'est une discussion entre passionnés, ce qui rentre, en fait, dans le côté où la référence, et pas juste de la référence pour faire bien vu, pour faire, voilà, c'est joli la référence, etc. Non, c'est juste vraiment des références où en fait vous discutez avec le film et vous voyez que vous avez un brin commun, vous voyez que vous avez une culture en commun, et c'est ça qui est, pour moi, est très très beau dans ce Y a-t-il un flic. C'est de voir que vous avez des références en commun avec le film, avec ce qui se passe à l'écran. Ça, pour moi, c'est vraiment magnifique, clairement. Donc moi je le survends beaucoup parce que je trouve encore une fois que c'est un film à voir, c'est un film à voir en salle, c'est un film à soutenir, c'est une démarche vraiment à soutenir les films parodiques comme ça. Je trouve que c'est vraiment un film à voir et que c'est vraiment super. Donc clairement, allez le voir si vous le pouvez. Sinon rattrapez-le plus tard évidemment, bien sûr. Mais clairement pour moi c'est un film à voir en salle. Donc foncez-y, bien sûr. Et ensuite, du coup, alors un film pour le coup, vous pouvez ne pas y foncer. Together, du coup, c'est un film qui est assez, qui vient de sortir du coup. Film d'horreur produit, il me semble, par Néon, qui est souvent vu comme un des concurrents de A24. Bah voilà, Néon, qui est souvent vu comme un des concurrents de A24. Qui là, du coup, ils ont pas fait beaucoup, il me semble, de films d'horreur. Je crois, donc là ils se lancent un peu dans ce filon là et en gros du coup ça raconte l'histoire d'un couple qui déménage dans la campagne globalement à cause d'une opportunité, enfin grâce à une opportunité autour de la femme du couple qui en fait va être enseignante dans un petit pour les gosses, hein, vraiment, enfin pour les tout petits, et en fait il se trouve que le couple bat un petit peu de l'aile parce que globalement en vrai le gars est un petit peu un loser, la meuf porte beaucoup du couple en fait, et le gars est vraiment un petit peu un loser nul, etc. Et en fait le truc c'est que ils vont tomber quelque part sur quelque chose qui fait que en gros ils vont être vraiment extrêmement attirés l'un vers l'autre, et ils vont avoir une relation vraiment quasiment fusionnelle, où en fait, comme vous voyez dans la bande-annonce ici, dès qu'ils vont se rapprocher, c'est presque comme s'ils fusionnaient vraiment leur corps. Et un loser nul, ça fait beaucoup, bien sûr, mais c'est pour insister. Et globalement, ils vont vraiment avoir cette relation, ils vont plus pouvoir se lâcher, ils vont vraiment être quasiment aimantés, j'ai envie de dire, progressivement. Et vraiment, c'est quelque chose qui va être très très progressif, où en fait, ils vont essayer de découvrir pourquoi ça fait ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Et... ouais, vas-y. Genre, vraiment, moi, mon avis, c'est... oh, vas-y. Parce que, alors, moi, d'un point de vue purement formel, etc., il y a des trucs qui sont un petit peu sympas, notamment le côté où il y a des moments où ça fait assez réel, quoi, j'ai envie de dire. Il y a des moments où ça fait assez vrai,
où on a l'impression vraiment que il y a des effets assez pratiques par moment, où il y a des moments où il y a vraiment de la maîtrise au niveau du maquillage vraiment ouais, des effets pratiques où il y a beaucoup d'effets spéciaux hein, par moment où ça se voit qu'il y a des effets spéciaux. Et quand il y a quand il y a des effets spéciaux, putain, qu'est-ce que c'est moche, j'ai envie de dire. Mais voilà, mais globalement, le cinévore qui dit n'est pas Cronenberg qui veut. Et ouais, parce que en fait, c'est vraiment, enfin, c'est plat quoi. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment ça. Et autant en termes de rythme, en termes de dialogue, déjà moi, dans les 5 premières minutes, je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est un film ricain. C'est un film ricain et c'est un film ricain qui va rien dire, quoi, globalement. Et c'est un peu ça le reproche que je ferai vraiment au film. C'est que c'est un film ricain qui dit pas grand-chose. C'est un film ricain où, en fait, ça... pourtant, il y a des éléments, il y a des bouts d'intrigue où je me dis, bah, ça parle un petit peu des traumas, notamment d'une relation fusionnelle, d'un côté très charnel également, parce qu'il y a ça, il y a le travail sur le corps. Forcément, c'est un film un peu body horror, etc. Donc, il y a forcément un travail sur le corps extrêmement présent. Et il y a des bouts mais en fait, il y a rien qui est touchant, quoi. Enfin, vraiment. Et alors, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que du coup, le film est porté par Dave Franco et Alison Brie. Deux acteurs relativement sympathiques. Hein. Moi, je les avais vus dans quelques rôles avant. Ça va. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont ensemble dans la vraie vie. C'est un couple, voilà. Ça fait une dizaine d'années, je crois, hein, vraiment, qu'ils sont ensemble. Comment c'est possible d'être un couple dans la vraie vie et d'avoir aussi peu d'alchimie à l'écran? C'est-à-dire que vraiment, je n'y crois pas. J'ai l'impression qu'ils se sont rencontrés sur le plateau. J'ai l'impression vraiment que, et pourtant je veux dire, voilà, c'est un couple qui, je vous ai dit, bat un petit peu de l'aile, donc voilà, ça se passe pas très très bien, mais quiconque a déjà été en couple sait qu'il y a des moments comme ça où ça se passe pas très très bien, mais où on ressent quand même une forte attirance, on ressent quand même ce côté où, oui, vous êtes quand même un petit peu fait pour être ensemble, et juste là, c'est la relation se passe pas très bien, etc. Voilà, soit. Mais il y a quand même ce côté où là, il y a rien, quoi. Je ne comprends pas, c'est quoi la base du couple. Peut-être que c'est le but, hein, aussi. Je veux dire, voilà, peut-être que le but, c'est de montrer que même à la base du couple, ça se passait mal. Mais si c'est le cas, c'est quand même presque un petit peu... Parce que voilà, ça se base beaucoup sur une campagne marketing, ce film-là. Tout le monde qui dit, ouais, la campagne marketing est trop bien, tout ça, enfin voilà. Mais je veux dire, voilà, dans Eyes Wide Shut, il y a ce côté où le couple Cruz Kidman battait un petit peu de l'aile. Et ça rentre dans le film, parce que dans le film, il n'y a que cette relation-là, assez charnelle, mais qui, quand même, où il y a quelque chose de louche, et où il y a la flamme est en train de s'éteindre. Là, justement, c'est un couple qui apprend à se reconnecter, et où, en fait, il y a quelque chose aussi de l'ordre du déni d'un des deux parties, j'ai envie de dire, mais en même temps, où ils essaient de se reconquérir, et où en même temps, et c'est aussi ça, hein, c'est que le film est assez confus, j'ai l'impression, dans ses messages et dans ce qu'il essaye de dire. J'ai l'impression qu'il a été écrit 8 fois, ou un truc du genre, enfin, qu'il a été réécrit 50 fois, ce film. Clairement, pour moi, il y a un problème dans l'écriture de tout ça, où en fait, j'ai l'impression de voir un film où ça essaye ça essaye de brasser beaucoup de thèmes, mais du coup, ça se pose nulle part, ça ne dit rien, c'est-à-dire qu'il y a rien d'intéressant. L'introduction qui est sympa d'ailleurs avec les deux chiens, où je me dis putain, ok, ça va peut-être quelque part. En fait, il y a une introduction qui a un peu rien à voir entre guillemets, et où je me dis bah peut-être que ça va aller quelque part. Et en fait, pareil, il y a des indices de ah oui, attention, l'introduction va revenir un petit peu à un moment, tout ça. Au final, que dalle. Et en fait, tout cet aspect aussi, parce que je l'ai vu du coup, il y avait quelqu'un qui disait je l'ai vu avant la bande-annonce avant Weapons, tout ça en bande-annonce. Il y a un aspect où moi j'ai vu Together un petit peu après Weapons, peut-être quelques jours après. Et du coup, j'ai beaucoup comparé parce que, vous savez, il y a eu tout un truc où en fait, dès qu'il y a 3 films d'horreur qui sortent dans l'année, tout le monde dit ah, c'est le retour des films d'horreur. Bon, moi j'aimerais bien quand même que les 3 films d'horreur soient bien, hein, parce que sinon c'est pas juste un retour des films d'horreur, il y a toujours des films d'horreur hein, qui sortent. Mais bon, là j'aimerais bien quand même que les films d'horreur soient bien. Et globalement, la vérité, moi, ce que je vois du film, c'est qu'il y a un aspect mystère également et enquête qui n'aboutit à rien, qui est réexpliqué 50 fois de manière différente, avec différentes personnes qui arrivent, etc. Et globalement, moi, je trouve ça très très mou, quoi. Je trouve que c'est vraiment cette enquête-là, on passe 50 ans à l'intérieur de cette enquête. On passe vraiment beaucoup de temps avec les personnages à enquêter avec eux, etc. Et globalement, ça ne va nulle part. C'est ça, moi, qui m'a particulièrement choqué.
c'est qu'il y a rien. Il y a rien dans cette enquête, alors que, encore une fois, on y passe des tonnes et des tonnes de temps. Et alors moi, il y a plein d'éléments aussi qui me perturbe notamment, et ça pareil, c'est un côté où pareil, autant voilà, moi je comprends qu'on aime Weapons, pour le coup Together je trouve que c'est un film de plateforme, pareil, travail du son, travail du corps, travail du corps dans un film de body horror, a priori ça devrait être assez puissant, là il n'y a pas grand chose, clairement. Parce que même ce côté aimanté, tu pourrais le faire transparaître par le son, par les images, par la focale, etc. Au final, c'est mou, quoi. C'est vraiment pas maximal, c'est pas très radical, c'est pas sensoriel non plus. Alors que pourtant, un film comme ça, tu t'attends à ce que ça soit assez sensoriel, un minimum, j'ai envie de dire, un minimum sensoriel. Bah là, il n'y a pas grand chose. Et globalement, il y a quand même ce côté. Putain, je voulais aller où? Putain, je voulais aller quelque part. Ah merde, ça m'a perturbé. Mais il y a quand même. Ah oui, aussi. Weapons, moi, il y a un truc qui m'a. C'est pas Weapons qui m'a perturbé à ce niveau-là, c'était Life of Chuck. C'est que vous savez, dans Life of Chuck, il y a une scène où en fait ça cite un truc qui est très connu. En mode, oui, si on divise l'humanité en 365 jours en une année, et ben en fait, si on divise l'histoire de l'univers en 365 jours, et ben en fait, l'humanité apparaît dans les dernières secondes du dernier jour, etc. Des trucs du genre. Ce qui en fait, c'est ce truc ultra bateau que tout le monde connaît, où en fait ça passe 1000 ans à en parler. Dans Together, il y a exactement la même chose. Avec les âmes sœurs, le mythe des âmes sœurs, c'est par Platon, je crois, un truc grec du genre. Voilà, c'est tout. Et ça passe 10 000 ans à te raconter ce mythe-là, que tout le monde connaît. Je veux dire, encore une fois, c'est un truc qu'on l'apprend à l'école. C'est juste ça. Et moi, j'avoue que j'en ai de plus en plus marre de ces films qui se vendent comme étant de l'elevated horror, vraiment, enfin, qui sont vendus par des firmes indépendantes type Néon ou A24 et qui te disent, voilà, regarde, c'est de l'elevated horror, alors que en vrai, c'est des films qui pourraient être vraiment un peu plus nanar et qui en plus piochent dans le nanar et dans le grotesque par moment et qui n'assument pas cette part de grotesque, qui n'assument pas d'aller plus loin et qui essayent en plus d'être intelligents, qui essayent en plus de dire regardez, je suis extrêmement intelligent parce que je cite un concept grec, parce que je cite un concept que tout le monde connaît, que machin, et parce que je cite tel aspect, parce que je cite de la mythologie grecque, parce que je cite des noms de mythologie, etc. Parfois nordique, parfois machin, tout ça. Et non, c'est pas parce que vous citez un moment de la mythologie ou un truc christique ou un verset de la Bible ou qu'il y a une citation au début de votre film, ça vous savez c'était le truc, moi j'ai beaucoup aimé Nope typiquement, mais le truc où ça commence avec une citation, je suis en mode oui ça va, genre pardon, mais oui ça va, j'ai compris en fait ce que tu veux dire en fait, clairement j'ai compris ce que tu essayes de dire, tu n'es pas intelligent en fait, arrêtez de nous faire croire que les films d'elevated horror entre guillemets, ce qui est un terme que je déteste en plus, qui stigmatise les films comme si il y avait de l'elevated horror et qu'à côté il y avait de l'horreur conne, j'ai envie de dire, qu'il y avait à côté de l'horreur débile, sauf que non, l'horreur, enfin faire des films dans tous les cas c'est débile, j'ai envie de dire. J'ai quand même cet aspect là et globalement arrêtez de stigmatiser les autres types d'horreur et de dire regardez moi je... Et en fait c'est vraiment un truc où pour moi c'est vraiment de la légitimation, c'est un peu comme les gens qui disent le jeu vidéo c'est de l'art, moi j'en ai rien à foutre de savoir si le jeu vidéo c'est de l'art, le truc c'est que vous le faites pour vous, parce que si vous dites que le jeu vidéo c'est de l'art, c'est pour vous, c'est pour dire non je ne suis pas en train de jouer à un jeu vidéo décérébré, je suis en train de jouer jouer à une œuvre d'art, et donc là non, là la vérité vous regardez un film d'horreur, peu importe la manière dont vous en parlez, vous regardez un film d'horreur, c'est un peu aussi comme... c'est un peu comme les gens qui disent roman graphique au lieu de dire bande dessinée. Non, vous lisez une BD. J'en ai rien à foutre que les gens disent oui, vous lisez des romans graphiques, etc. Moi, je lis des romans graphiques. Moi, je lis vraiment, c'est pas de la bande dessinée, c'est pas des mangas. Moi, je lis des romans graphiques. Non, vous lisez de la bande dessinée comme tout le monde. Et en fait, il y a pas de, j'en ai marre en fait des gens qui disent moi, je suis meilleur que vous parce que je regarde de l'elevated d'horreur et que c'est plus intelligent que les autres parce qu'à un moment, ça parle de la mythologie grecque. Dans Together, à un moment, ça te dit oulala, le mythe des âmes sœurs, tout ça. Non, j'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est pas
c'est pas parce que vous citez de la mythologie grecque à la con que vous êtes plus intelligent qu'un film d'horreur un petit peu banal qui peut passer à côté. C'est bon quoi. Vraiment, moi j'en ai marre de ce genre de film là. Je suis désolé, je suis très en colère comme ce genre de film là. Mais clairement, enfin voilà, c'est comme les intelligent dance music. Voilà, c'est aussi ça. Les intelligent dance music. Tu écoutes de l'électro comme tout le monde. C'est pas de l'intelligent dance music, tu écoutes de l'électro. Vraiment, j'en ai marre de ça, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre du terme elevated horror. Je trouve qu'il est extrêmement discriminant. Que toutes les horreurs se valent. Au bout d'un moment, il y a juste des bons films, des mauvais films. Et puis voilà, quoi. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Et clairement, là, je veux dire, Together, il y a quelqu'un qui dit des films qui auraient dû être des courts-métrages. Together, c'est un court-métrage Golden Moustache qui a mal tourné. Genre vraiment, non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Vous savez, il y a plein de gens, genre des Julien Josselin, des Flaubert, tout ça, qui ont fait des petits courts-métrages un petit peu à la con, et où en soi, c'est après Golden Moustache, tout ça. Je me souviens notamment, il y avait un court-métrage, comment il s'appelle, La Femme Objet, où c'était des films où ça disait, regardez, c'est un film vraiment deep, etc. Non, c'est des films un petit peu à la con, courts-métrages comme ça, qui sont sympathiques, et que vous avez survendus comme ça, quoi. C'est ça. Donc bon, et c'est pas grave, je veux dire, voilà, vous avez le droit de faire vos petits films comme ça sympathiques. C'est juste arrêtez de penser que vous êtes au-dessus de la mêlée, quoi. Oh, ça me... Voilà. Moi, je regarde de l'elevating streaming. C'est vrai que ces streams-là sont des elevated streamers. Moi, vraiment, moi, je suis un elevated streamer, clairement. Donc bon, on est d'accord, c'est bien un truc qui vient des ricains pour faire la distinguo entre comics et BD d'auteur. Mais alors, le truc roman graphique, à la base, je sais plus qui l'a théorisé, je crois, mais en fait, c'était à la base vraiment un truc pour se moquer en plus. C'est vraiment, ça avait pas de sens, c'était un truc pour se moquer et dire, bah oui, il y a des gens qui se pensent plus intelligents et qui font ce qu'ils appellent des romans graphiques. Ou un truc du genre, bientôt ils vont appeler ça des romans graphiques pour se distinguer, sauf que c'est des bandes dessinées comme les autres, et en vrai bah oui c'est débile quoi. C'est vraiment débile. Donc bon, c'est pour ça que moi moi j'en ai marre de ce genre de film là, et moi je vous avoue, je me suis vraiment dit mais c'est... Vous vous croyez malin en fait, vous vous croyez moi c'est ça qui me répulse le plus, c'est que je me dis vous vous croyez vraiment malin en faisant ce film là. C'est pathétique quoi. C'est vraiment quelqu'un qui pense être intelligent, et alors que c'est un débile quoi. Moi je lis des elevated livres d'éveil, mais oui. Moi je mange de la elevated soupe pour bébé. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Mais bon, bref, c'est pas le film du siècle. Je trouve que c'est même pas extrêmement divertissant. C'est un film, par contre, je pense que c'est un film à date, sympathique. Si vous avez envie de date quelqu'un, voilà, vous savez, il y a ce côté où c'est, comment dire, mettre mal à l'aise des gens, etc. Tout ça. Et les films d'horreur sont beaucoup des films où vous les regardez en date comme ça, parce que vous pouvez vous rapprocher, etc. Ce film-là, en fait, c'est presque, je pense, peut-être la meilleure manière de voir ce film. C'est de se dire c'est un film à date. C'est le film à date ultime, parce que c'est à la fois une histoire d'amour entre deux personnes, qui quelque part finit bien d'ailleurs. Je pense qu'on peut se dire que la fin est pas la pire des fins. Ce qui est un peu aussi ce qui me répulse hein, du film. C'est que je me dis, bah, en fait, finalement, la fin est pas la pire des fins. Et, et c'est aussi un film d'horreur. Parce que les films d'horreur, c'est vraiment le film à date ultime. Enfin, voilà. Et globalement, je trouve que, ouais, peut-être pour un date, ça peut être sympa comme film. Moi, je l'ai vu tout seul. Peut-être que ça a influencé ma vision. Mais globalement, j'ai vu beaucoup de couples dans la salle et tout, se rapprocher, tout ça. Voilà. C'est aussi ça, hein, quelque part, les films d'horreur, ça sert beaucoup à ça. Donc voilà, clairement, clairement, clairement. Alors que la fin de Weapons, oui, ouais, bref. Je vais pas reparler de Weapons hein, ici. Mais bref. J'ai vu également, tout à l'heure, oh là 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 là, Fixed, donc Quick, en anglais, Quick, Quick, pas Quick, la marque de fast-food, Quick, C-O-U-I-C. C'est du coup un film Netflix qui vient de sortir sur la plateforme, que du coup j'ai regardé juste avant de lancer le live. Alors, il faut savoir que ce film-là a du buzz pour une seule et unique raison. Une seule et unique, hein. C'est que c'est Genndy Tartakovsky, et que Genndy Tartakovsky, c'est le réalisateur notamment de Samurai Jack et de la série Clone Wars en 2D, c'est ce qui est bien. C'est tout. Il y a clairement, parce que du coup moi je l'ai vu, il n'y a aucune autre raison pour laquelle ce film puisse avoir du buzz. Parce que clairement, moi je trouve, enfin, je ne comprends pas. J'ai vu des gens vraiment dire quand même c'était vraiment chouette, c'était vraiment cool, etc.
y a que dalle, enfin vraiment, pour moi, il y a que dalle. Oui, et de Primal, pardon, je mentionne pas Primal parce que je l'ai pas vu, tout simplement. Faut vraiment que je rattrape. Voilà, de Primal, de Hotel Transylvanie également, des trois Hotel Transylvanie, des quatre, je sais plus, qui sont très sympathiques d'ailleurs, Hotel Transylvanie, principalement parce que bah, Genndy Tartakovsky c'est vu comme étant un des grands maîtres de l'animation, avec vraiment, notamment, il y avait son Popeye, qui était censé faire un Popeye en 3D pendant un petit temps, tout ça, et en fait tout le monde se dit, ouais, ça c'est peut-être un film de commande qui fait comme ça, pour pouvoir payer son Popeye, un truc du genre. Et globalement, bah, ah, c'est un film de commande, quoi. C'est un film de commande qui est, premièrement, pas très drôle. Je pense qu'on peut se le dire parce que globalement, oui, l'intrigue, c'est qu'en gros, c'est un chien qui va se faire couper les couilles. Et qui va du coup profiter de sa dernière nuit au sein avec ses couilles en fait pour faire une sorte d'enterrement de vie de garçon, j'ai envie de dire. Sachant qu'il a une sorte de petite amie qui voit un petit peu tout ça, sachant qu'il se passe plein de trucs dans sa vie, tout ça, enfin voilà, qu'il a des amis, qu'il a voilà, bref, c'est un film Netflix un peu comme les autres et un peu chiant comme les autres, j'ai envie de dire. Et globalement, bah, c'est un film de commande, quoi. C'est un film de commande qui est pas intéressant. C'est-à-dire que moi, au début, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Enfin, ouais, oui, non, mais il veut faire le film depuis des années. Mais clairement, moi, j'ai l'impression quand même que dans la manière d'être fait, dans la manière d'être produit, tout ça, je sais pas, pour moi, il manque des trucs, clairement, parce que dans la manière de porter l'intrigue et de montrer comment c'est fait, je ne comprends pas l'excitation qu'il y a pu y avoir autour de ce film-là, parce que j'ai vu des très bonnes notes. Je crois qu'il a été projeté à Annecy, si je me trompe pas, et j'ai vu des très bonnes notes sortir de cette projection-là. Je me dis, mais clairement, il y a un souci, ou alors c'est moi. Est-ce que le monde est à l'envers, ou est-ce que c'est l'autre qui est à l'envers, tout ça, mais clairement, pour moi, je ne comprends pas, parce que autant, voilà, Nana Cheetos qui dit, et moi j'y ai pensé aussi, je me suis dit, est-ce que ça va être un film un peu Ralph Bakshi, où en fait ça va essayer d'aller un peu plus loin, etc., et de porter ailleurs l'excitation du film. Mais en fait, moi, ce que je retrouve devant le film, c'est de me dire, mais si ça n'était pas Genndy Tartakovsky derrière le film, tout le monde se serait moqué. Vraiment, clairement. Bah, c'est un argument que j'aime pas utiliser de dire oui, si c'était un autre réal, tout le monde, personne n'aurait calculé, etc. Mais je pense que vraiment, ce film-là, pour le coup, si c'était un autre réal derrière, et que c'était exactement le même film, alors évidemment, voilà, c'est pour ça que j'aime pas cet argument-là, c'est que si c'était un autre réal derrière, ce serait pas le même film, j'ai envie de dire. Mais si c'était un autre réal derrière, ou que c'était, je sais pas, un film qui sortirait sous pseudonyme, j'ai envie de dire, clairement, le film n'aurait eu aucun buzz. Il aurait rien eu. Et donc, clairement, oui, bah, pour moi, ça vaut le coup d'en parler parce que Tartakovsky, ça reste quand même un gros réal d'animation. Donc, pour moi, c'est pour ça que ça a l'intérêt d'en parler. C'est que, et en plus, voilà, il revient en plus sur de la 2D. Il a un peu, c'est pas qu'il a vendu son âme à la 3D. En plus, je trouve que son style en 3D, il se transmet super bien. Mais clairement, pour moi, là, c'est le retour à la 2D de Tarkovsky. Après Primal aussi, mais Primal, c'est une série. Et là, c'est en long métrage. Quand même, il faut s'y attendre. Et en plus, c'est un projet qu'il veut faire depuis des années. Allez, pourquoi pas. Et bah, c'est pas drôle. C'est pas très beau. C'est pas très très beau, clairement. Ouais, enfin, j'ai vu beaucoup de comparaisons avec Sausage Party. Moi, je le comparais à genre Bad Mouse, des trucs du genre aussi. En mode, bah oui, c'est un film vulgaire tout du long qui impose sa vulgarité dès les premières scènes. Et ça, à la limite, c'est assez respectable. Ce côté, bah oui, j'assume d'être un film vulgaire, tout ça, moi, c'est un truc que je respecte. Mais qu'est-ce que tu fais de cette vulgarité-là? Parce que dans les films de Ralph Bakshi, type Fritz the Cat, Cool World, tout ça, ça essaye vraiment d'aller plus loin dans la vulgarité, ça essaye d'avoir un message autour de cette vulgarité-là. Là, il n'y a rien. Et t'as l'impression que c'est un peu, enfin, c'est un peu comme Rick et Morty ou Big Mouse ou autre. C'est que c'est juste être vulgaire pour être vulgaire, j'ai envie de dire. Et être vulgaire parce qu'on peut être vulgaire. Bon, moi ça ne m'intéresse pas en fait, ces genres cette mentalité-là. J'ai envie de dire, je pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt à se dire, bah je vais juste faire un film vulgaire parce que je peux faire un film vulgaire et regarder, c'est bon, maintenant je fais un film vulgaire. Moi ça me saoule en fait cette mode qu'il peut y avoir de se dire que l'animation pour adultes, entre guillemets, c'est juste balancer des gros mots à droite à gauche. Je pense quand même qu'on peut aller plus loin.
Je pense quand même qu'on peut... C'est de l'élévéité de vulgaire, oui, voilà. Mais je pense quand même qu'on peut aller plus loin. Et qu'a priori, un film comme Les Indestructibles, c'est extrêmement adulte. Un film comme Les Indestructibles, c'est des thèmes qui parleront quasiment même exclusivement aux adultes, en fait. Les enfants, ils vont regarder des jouets en train de bouger, et c'est très très bien. Mais globalement, se dire que je fais de l'animation pour adultes parce qu'il y a 3-4 gros mots au milieu, type les Rick et Morty ou Sausage Party ou Bad Mouse, des trucs du genre. Non, pour moi, c'est pas ça de l'animation pour adultes. Pour moi, l'animation pour adultes, c'est aborder des thèmes qui vont parler aux adultes. Et les thèmes qui vont parler aux adultes, c'est pas juste de dire de la vulgarité. Ça, c'est un truc d'adolescent. C'est un truc d'ado, et même c'est un truc d'enfant, en fait, quelque part. Pour moi, les films comme ça, qui sont remplis de vulgarité, qui sont remplis de gros mots, etc. Et remplis de la chatte, petit journal, la chatte, tout ça, des trucs du genre. En fait, c'est des trucs qui sont extrêmement enfantins. Parce qu'il n'y a rien de plus enfantin que de dire des insultes. Quand t'es adulte, j'ai envie de dire presque que quand t'es adulte, tu continues à dire des insultes, mais ça passe dans le langage courant. C'est même plus à relever, j'ai envie de dire. Et en fait, pour moi, c'est même un profond irrespect pour l'animation que de se dire que l'animation pour adultes, ça serait globalement dire des insultes, parce que l'animation de base, c'est pour les enfants. Déjà, voilà, le terme de dire l'animation pour adultes, on ne dit pas l'horreur pour adultes, on ne dit pas la comédie pour adultes. Non, parce que l'animation, c'est vu comme étant pour les enfants. Sauf que la réalité, l'animation, c'est pour tout le monde. L'animation, c'est tout public. Et l'animation peut être vraiment profondément pour les adultes. C'est juste que ça va aborder des thèmes qui vont parler aux adultes. Et moi, des films comme ça, genre... il y a des films comme ça qui sont tout public, qui peuvent être abordés par tout le monde. Parce que c'est des thèmes assez universels. Flow, je pense qu'il peut être abordé par tout le monde. Mais il y a des films, je veux dire, Mad God, c'est pas un film qui est rempli de vulgarité. Il y a une scène vite fait pour s'en moquer, presque de la vulgarité dans les films. Et je veux dire, pareil pour, je sais pas, moi, Mars Express, le sommet des dieux, typiquement. Pour moi, c'est un film où il y a aucune vulgarité quasiment. Il y a rien vraiment de vulgaire. Il n'y a pas de gros mots. Pourtant, pour moi, c'est pas un film à regarder quand t'es enfant. C'est un film à regarder vraiment quand t'es adulte, quoi. Surtout que l'animation c'est un médium, c'est pas un genre. Je suis pas d'accord avec ça, parce que le médium c'est le cinéma. L'animation c'est un ensemble d'outils qui permettent d'aller vers le cinéma. Donc moi je suis pas d'accord nécessairement. Je sais que c'est Del Toro qui dit ça. C'est Del Toro qui dit l'animation c'est un médium, c'est pas un genre. Pour moi non, le genre, le médium c'est le cinéma quoi. Salut Léo. Mais ouais, mais clairement pour moi le Sommet des Dieux, c'est un film qui est adulte. Et Fixed là, Quick, c'est pas un film qui est adulte, c'est un film qui est enfantin. C'est un film qui est vraiment, j'ai rarement vu un film aussi débile, quoi, j'ai envie de dire. Donc bon, après la vulgarité c'est pas mauvais en tant que tel, faut juste que ça soit drôle et bien dosé. Bah oui, et là le film est pas drôle, le film est pas bien interprété, le film est moche. D'ailleurs, voilà, ça c'est le truc aussi, c'est que la musique, typiquement, moi c'est ça aussi où je trouve que le film il est vraiment. Enfin, je ne comprends pas les critiques parce que j'ai vu vraiment des gens mettre des 4 étoiles sur Letterboxd, des trucs du genre en mode ouais, c'est très malin, tout ça. Je comprends pas. Enfin, moi, quand même, un des indicateurs pour moi de si un film, entre guillemets, est bon ou mauvais, j'ai envie de dire, c'est l'utilisation de la musique. Et est-ce que la musique est suffisamment. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans la musique généralement et dans le travail du son que j'étudie beaucoup. Alors, déjà, le voice acting, j'ai vu en VO en plus le film. Hein. Vraiment, je l'ai vu en VO. Je me suis dit, putain, quand même. C'est rare hein, que je regarde l'animation comme ça en VO. Aussi parce que le film n'était pas dispo en VF sur les sites, tout ça. Bref. Mais globalement. Moi c'est quand même ce truc où le voice acting je le trouve assez aux fraises. Les sound effects, il y a des moments où on dirait une vidéo Newground de 2006 j'ai envie de dire. Et surtout la musique, mais on dirait qu'ils ont pioché dans du Kevin MacLeod ou des trucs du genre quoi. C'est les trucs les plus insipides. Je ne sais même pas s'il y a un zikos derrière le film, j'ai envie de dire. Enfin j'ai l'impression quand même que il y a vraiment ce truc où j'ai l'impression qu'ils ont pioché dans une banque de musique libre de droit pour faire leur zik parce que clairement, enfin, il y a un moment où ça va dans un truc comme un crari boîte de nuit et ça sort du coup le jazz avec les saxophones. Ok, voilà quoi, c'est tout quoi. J'ai envie de dire c'est tout. Et clairement pour moi c'est vraiment dégueulasse quoi. Non, il y a une VF, il y a une VF avec Christophe Lemoine dans le rôle principal. J'aurais préféré le regarder en VF, ça se trouve la VF est meilleure, ça se trouve la VF est plus drôle. Mais clairement, pour moi, c'est ni fait ni à faire ce film-là, quoi. Enfin,
Vraiment, évidemment, hein, c'est vraiment... c'est pas à voir. C'est pas à voir, j'ai envie de dire. Donc bon. Ah pardon. Si tu te demandes pourquoi il a fait ça, pourquoi moi je fais ça, la réponse est ailleurs. Et puisque t'es là, tu dois t'en douter. Ce qui t'a amené jusqu'ici est aussi ce qui me pousse à grimper. J'ignore ce que c'est, mais j'ai cessé de me poser la question quand j'ai compris que c'était indispensable. Il y en a qui cherchent un sens à leur vie, pas moi. Grimper, c'est la seule manière que j'ai de me sentir vivant. Alors je le fais jusqu'au bout, sans regret. Un gosse ne va pas aimer ça, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Au début, j'ai cru que c'était un message de fou du bus. J'ai pas compris. Mais clairement, oui, du coup, c'est un ensemble de répliques, j'imagine, du Sommet des Dieux. Je reconnais à peu près. Mais clairement, pour moi, le Sommet des Dieux, oui, faut pas montrer ça à un gosse, quoi. Clairement, c'est impossible, j'ai envie de dire. Mais au début, oui, j'ai cru que c'était un message du fou du bus. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il écrit? Je me suis dit, putain, waouh. Mais, mais clairement, pour moi, c'est ouais, fixe, c'est ni fait ni à faire, c'est pas drôle, c'est pas bien fait, c'est pas beau, alors que en plus voilà, les car design sont plutôt jolis parce que c'est du Genndy Tartakovsky, c'est son style, etc. Les car design sont plutôt sympas, mais c'est pas beau, il y a pas le scénario, c'est ni fait ni à faire, c'est que des trucs, des poncifs qu'on a déjà vu 50 000 fois, avec ce côté où oui, le spectateur il va s'amuser un peu à essayer de dénicher c'est quoi c'est la parodie de quoi, j'ai envie de dire, c'est ça le but du film, c'est de dire c'est la parodie de quoi ce que je suis en train de voir dans les classes sociales, dans l'aspect c'est quoi être fixe, du coup c'est quoi l'ablation des couilles, c'est une métaphore de quoi, c'est la masculinité, mais en même temps du coup le message il est un peu gay si c'est ça, est-ce que ce serait autre chose? Bon, je pense que c'est peut-être que c'est un film de cinquantenaire sur la vasectomie, hein, ça se trouve, hein, c'est peut-être ça, je sais pas, mais quand bien même si c'était ça, du coup le message il est un peu pâteau. Bon, bah y a rien à dire en fait, c'est un peu ça, c'est que moi je trouve que c'est un film où il y a rien à dire et moi je m'attendais quand même à un peu plus de Tarkovsky. À chaque fois il y a au moins une beauté dans l'image, il y a au moins une beauté dans l'animation. Je sais que dans Primal c'est beaucoup ça, mais clairement, enfin c'est animé et en plus voilà, c'est animé comme The Norm Show là. Je sais pas si vous voyez cette série là un peu à la con, mais ah putain comment ah putain The New Normal, voilà c'est ça, pardon, The New Normal, mais c'est ça? Non. Putain, comment ça s'appelle? La série d'animation sur Twitter. The New Norm? Je crois que c'est ça. The New Norm? The New Norm? Peut-être que c'est ça. Oui, voilà. The New Norm, la série d'animation là sur Twitter. C'est animé comme ça. Tout du long. Avec. C'est pour ça que même moi, je me dis, putain, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment très très moche. C'est vraiment très 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 moche. Et pourquoi c'est sur Mubi? Pourquoi c'est sur Mubi, The New Norm? C'est des tarés de mettre ça sur Mubi. C'est des fous en fait. Mais clairement c'est animé comme ça et ça ressemble à ça. Bon, moi ça m'intéresse pas. En vrai, ça m'intéresse pas, j'ai envie de dire. Même les anti-woke quand des scènes mères, mais oui, bien sûr. Alors que pour le coup, un très bon film, voilà. Voilà un film qui m'a fait plaisir, que j'ai vu ce matin. Enfin, ce matin, quand je me suis levé, j'ai envie de dire. Voilà un excellent film. Voilà un très bon film. Alors du coup, en boucle le réalisateur, pardon, c'est j'ai plus son nom, mais c'est le même réalisateur du coup que Beyond the Infinite 2 Minutes, c'est ça, qui est dispo sur Shadows. Et d'ailleurs, sachez les gens que vous avez, vu qu'il y a un peu plus de monde, il y a un code promo Shadows si jamais vous voulez un mois gratuit sur Shadows. Pour voir Beyond the Infinite 2 Minutes, je vais le regarder juste après d'ailleurs sur Shadows, puisque je continue à payer Shadows, même s'ils ne répondent plus à mes mails. Euh, mais clairement, du coup, en boucle, en gros, qu'est-ce que ça raconte? C'est un petit peu, il y a un peu une DA porno chelou. Pour en boucle, eh ben tu es matrixé, je pense, parce que c'est filmé un peu à la DV comme bah, beaucoup de porno japonais, oui, peut-être, mais bon, bref. Mais en tout cas, du coup, en boucle, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, en gros, l'histoire. Alors moi, il faut savoir, je suis arrivé en retard devant le film. J'ai loupé en fait la première boucle, tout simplement. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que ça raconte du coup l'histoire de toute une auberge, de toute une petite région au Japon, où en fait le temps s'est arrêté totalement, et où en fait toutes les 2 minutes, les personnes reviennent à leur position de départ. Et en gros, du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui prend son bain, et en fait, cette personne qui prend son bain,
va tout le temps devoir sortir de son bain, se rhabiller, etc. Le personnage principal va en fait toujours se réveiller près de cette rivière, à côté de cette rivière, et va toujours devoir aller courir en fait pour aller rattraper quelque chose, pour aller continuer ce que la personne faisait dans la boucle précédente. Et voilà, ils vont tous tenter parce qu'il y a une auberge qui est touchée, mais il y a aussi il y a une sorte de petit restaurant à côté, etc. Des trucs du genre. Et en fait, tout le monde va essayer de découvrir comment sortir de cette boucle. Qu'est-ce qui se passe également. Et globalement, alors moi, ce que j'ai adoré, c'est que déjà, là, je vous en parle, mais oui, ce film-là, en soi, il est sorti au Japon en 2023, de souvenir. Donc vraiment, nous, on l'a assez tard. Hein. Bien sûr, nous, on l'a actuellement en salle. Et globalement, moi, je pense que là où le film, il est vraiment génial, c'est que bah, toutes les boucles, du coup, c'est des plans séquences. Et c'est ça qui est vraiment très très chouette, c'est que, du coup, comment la caméra filme et comment on rentre dans la temporalité de la chose, c'est que toutes les 2 minutes, tu sais qu'il y aura un reset, mais du coup, tu suis les aventures pendant 2 minutes. Et en fait, à chaque prise, et en plus, le montage est vraiment très très bien fait, parce que, en fait, à chaque fois, ça essaye de reprendre le personnage principal, du coup, de cette jeune femme qui travaille dans cette auberge-là, à l'endroit à peu près où elle était juste avant. Donc clairement pour moi c'est là où le film il est assez brillant. C'est qu'il y a une dilatation du temps où en fait on va répéter souvent les mêmes actions et on va prendre son temps également pour répéter ces mêmes actions. On va jamais sauter en fait dans le temps pour voir ces 2 minutes. On va toujours voir ces 2 minutes. Elles sont toujours très agitées. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a toujours un élément d'intrigue qui va se rajouter, des gens qui vont se rajouter malgré le fait que ça soit une boucle. J'ai l'impression que chaque fois qu'il y a des plans séquences, les amateurs de cinéma sont heureux. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais quand c'est justifié. Parce que clairement, là, moi je sais qu'il y a beaucoup de plans séquences où je me dis, ouais, bon, pourquoi c'est un plan séquence? Déjà, le plan séquence, c'est souvent quelque chose qui est extrêmement impressionnant visuellement en termes techniques, j'ai envie de dire. Mais là, il y a un truc où, en plus, comme c'est une caméra épaule, en fait, on rentre dans le film parce qu'on sent que c'est filmé avec pas beaucoup de moyens, on sent que c'est vraiment, même au niveau de l'étalo, les images elles bavent, les images elles crament en fait dans les hautes lumières, on voit rien quand c'est dans le noir, tout ça des trucs du genre, donc il y a vraiment un côté filmé à la caméra DV bizarre, filmé au caméscope presque, j'ai envie de dire. Je sais pas comment ça a été filmé, j'ai presque l'impression que ça a été filmé à l'iPhone, j'ai envie de dire, mais parce que globalement ça crame à chaque fois que ça passe de l'intérieur à l'extérieur, etc. Mais ça rajoute au charme en fait, c'est qu'on a vraiment l'impression de suivre les aventures des personnages, on a vraiment l'impression d'être avec eux et ça rajoute vraiment à ce côté où on rentre avec les personnages en fait là où ils sont. Et globalement, moi ce que j'ai adoré, c'est que bon, déjà, d'un point de vue filmique, d'un point de vue du jeu des acteurs, on rentre avec les personnages sont super bien écrits, on est très attaché à eux. Il y a pas mal de persos, mais en fait, comme on explore très bien leur psyché dans ces quelques 2 minutes, à chaque fois on comprend ce qui se passe, etc. Et surtout, moi ce que j'ai adoré, c'est que moi j'adore les films de boucle temporelle, mais il y a quand même un truc que je déteste, qui fait que je suis pas du tout rentré dans un film qui pourtant est adoré, qui est Palm Springs. Je pense que beaucoup voient ce que c'est Palm Springs, mais c'est clairement pour moi je suis vraiment pas rentré dedans. C'est qu'en fait je déteste quand ça rentre dans des explications alambiquées, scientifiques de la chose, alors que pour moi le cœur d'une boucle temporelle c'est le côté purement mystique, c'est qu'est-ce que t'en fais d'un point de vue mystique de ce côté où en fait le cinéma c'est l'art où en fait le temps ne s'arrête jamais, et là d'un coup tu rentres dans quelque chose où le temps se répète, et donc qu'est-ce que tu fais là-dedans, et aussi on est dans une époque où on ne fait que vouloir aller de l'avant, que vouloir continuer à aller de l'avant, continuer inlassablement à avancer, et on n'arrête jamais en fait de continuer, et donc là de rester coincé dans une boucle où en fait on peut globalement prendre son temps, bah ça m'intéresse beaucoup plus que d'avoir des boucles où les gens essayent de sortir de cette boucle temporelle. Et c'est ce que j'ai kiffé en fait dans En Boucle, c'est que dans En Boucle, y a un côté où en fait les personnages par moments se questionnent et se disent mais en fait quelque part moi j'aimerais bien rester dans cette boucle là, et en fait chaque personnage a une raison de rester dans cette boucle, et moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que en fait on vit dans une époque où globalement on essaye toujours d'aller de l'avant, et en fait plutôt que de questionner et de se dire bah en fait il faut vraiment absolument que j'avance, absolument que j'aille de l'avant et absolument que je fasse des choses avant qu'il ne soit trop tard, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui je pense est la plaie en fait d'énormément de notre génération, de se dire il faut que je fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Bah là clairement
on est plus dans une réflexion de se dire mais attendez, moi j'ai jamais pris le temps pour moi, j'ai jamais pris le temps pour me poser un petit peu sur un banc. J'ai vu un tweet récemment en plus qui disait ça, qui disait quand je suis devenu adulte, j'ai compris l'importance que c'était juste d'aller dans un parc, de s'asseoir sur un banc et de regarder des gens des gens défiler, etc. Et moi, c'est un truc, j'adore me poser dans un parc et ne rien faire, me dire, moi, c'est bon, je verrai demain pour avancer, etc. Parce que je reste quand même dans un mood assez grindset, hein, par moment, malheureusement. Les chiens ne font pas des chats, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même ce truc où moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a quand même une vraie réflexion là-dedans, de ce côté. Pourquoi on prend pas le temps en fait? Pourquoi on ne profite pas de cette boucle là? Pourquoi on va vouloir en sortir en fait? Et ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma américain, dans les boucles temporelles, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on a envie d'en sortir? Alors que voilà, et les confinements en fait ont beaucoup pour moi changé la manière qu'on avait de voir les boucles temporelles et de voir la manière de passer le temps, j'ai envie de dire. Bah c'est qu'en fait les confinements nous ont prouvé que on avait un peu tous envie de faire quelque chose de notre temps. Et globalement, et d'avoir cet aspect très hors du temps, hein, quelque part. Le confinement, ça a été un moment hors du temps où en fait on s'est dit, mais en fait je vais me poser. Et typiquement, il y a un écrivain dans En Boucle qui en fait est obsédé par sa deadline parce qu'il est obligé de faire un roman, etc. Et en fait, il profite de cette boucle pour juste se poser et ne rien faire. Et à un moment, il parle avec son éditeur et ils discutent en fait tous ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on fait en fait de ce personnage-là, comment on réfléchit à ça. Et en fait, c'est très important. Enfin, c'est vraiment. Pour moi, pour moi, les films de boucle temporelle, c'est censé être des moments de réflexion sur soi-même. Et d'introspection et de se dire qu'est-ce que je fais de mon temps en fait, qu'est-ce que je fais de mon temps, pourquoi j'ai envie d'être souvenu en fait quelque part, pourquoi j'ai envie que les gens se souviennent de moi. Et pour moi c'est ça le cœur en fait des films de boucle temporelle. Et c'est pas un truc en mode il faut sortir absolument de cette boucle temporelle là, il faut rentrer ailleurs, parce que ça c'est clairement un truc où en fait c'est un biais de scénario qui va nulle part, alors que le mysticisme de la boucle temporelle, moi je trouve qu'il est 100 fois plus intéressant que l'explication scientifique de la chose. Et typiquement c'est les scènes aussi dans les films de boucle temporelle où ça essaye de tester des boucles temporelles, donc ça fait que essayer de se dire je vais marquer un truc sur mon bras, essayer de voir si je sors, s'il est encore demain, je vais essayer de tuer quelqu'un, je vais essayer de me suicider, je vais essayer de me faire mal, je vais essayer de faire plein de trucs pour voir si la boucle est effectivement une boucle, je vais essayer de sortir, je vais essayer de partir loin. Ça c'est des scènes qui peuvent être rigolotes évidemment, mais si c'est le cœur de ton film, moi je me souviens que dans Palm Springs ça passe 20 minutes à essayer d'expliquer ça, alors que ça pourrait rentrer dans la psyché des personnages, et c'est vraiment quelque chose qui me dérange énormément, alors que là, encore une fois, ça rentre là-dedans, et en plus, c'est un film qui est très drôle, en plus, c'est un film, voilà, c'est vraiment très très drôle, et c'est globalement un film où, en fait, ça rentre dans quelque chose où en fait tu vois les personnages un petit peu paniquer lors des boucles, tu vois les personnages globalement se rendre compte de la boucle. Il y a aussi quelque chose aussi d'une sorte de flegme très japonais, vous savez, c'est un peu comme dans Your Name où les persos sont dans la peau des autres. Et en fait ils se disent bon bah je vais faire comme si de rien n'était. Genre, juste ça, alors que je veux dire n'importe quel film américain ça passerait 20 minutes à essayer d'expliquer à un autre personnage ce qui se passe, etc. Là il se dit juste bon bah je vais essayer de faire comme si de rien n'était. Et puis voilà. Et là typiquement moi ce que j'adore dans En Boucle c'est vraiment ce côté flegme de bon bah on va faire comme si de rien n'était, on va voir un petit peu comment ça se passe auprès des clients, faut quand même que nos clients ils soient satisfaits, etc. Des trucs du genre. Et clairement moi j'adore. Moi j'ai lu une nouvelle il y a pas très longtemps parce qu'il y a plein de manières aussi de mettre en scène bien sûr la boucle temporelle. Moi j'ai lu un bouquin il y a un petit moment même d'ailleurs, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Friday Black, et dedans il y a une nouvelle à la fin qui s'appelle Après l'éclair, si je me souviens bien, qui est sur une boucle temporelle d'une journée cette fois, où en fait tout un village vit une boucle temporelle. C'est ça aussi qui est très original dans En Boucle, c'est que c'est tout un village, c'est pas juste genre une ou deux personnes comme dans Palm Springs ou dans Un jour sans fin évidemment. Et clairement, moi, ce que j'adore, c'est que c'est tout un village. Et dans, du coup, Friday Black, ça rentre dans vraiment des considérations qu'est-ce qu'on ferait de ce temps-là si on passait vraiment des années entières et des centaines d'années, même, parce que, en fait, dans Friday Black, ça se passe après des centaines d'années de boucles, finalement, à rester éternellement la même personne, avec notamment des adolescents, des personnes qui sont malades. Ça explore énormément de choses. Et vraiment, c'est super chouette. Par contre, rien compris à la méthode du film, bah, en fait,
Alors ça pareil, c'est expliqué. Pour moi, c'est un défaut de tournage et c'est un truc du ils ont pas pu tourner tout le temps lorsqu'il neigeait. Mais en fait, ils expliquent que c'est selon la ligne de l'univers et selon là où c'est. Parce qu'en fait, il y a des moments où dans le film il neige et il y a des moments et forcément du coup bah vu que c'est une boucle, il devrait neiger tout le temps. Et en fait, il y a des moments où il neige pas. Ce qui est un petit peu on peut se dire que c'est un petit peu débile. Mais en fait, c'est juste que je pense que le tournage, c'est beaucoup, c'est assez éternisé et qu'il y a des moments forcément où du coup il neigeait pendant qu'ils tournaient et ils ont retourné le lendemain, il neigeait plus. Bon, bah voilà. Et en fait, ils expliquent ça en mode, bah en fait, c'est selon la ligne de l'univers, il peut neiger ou pas. Bon, c'est une explication comme ça, c'est pour pallier un défaut. Moi, j'en tiens pas trop compte. C'est voilà, je vais pas voir ce genre de film là pour voir de la vraisemblance. Encore une fois, on rentre dans quelque chose de la boucle temporelle et du truc du bah moi je vais pas voir ça pour voir une vraisemblance physique et mathématique ou que sais-je. Et d'ailleurs, l'explication physique et mathématique de pourquoi ils sont dans une boucle est expédiée dans les 5 dernières minutes, dans les 2 dernières boucles, je crois, un truc du genre, ou peut-être 3 dernières boucles, je sais plus. C'est tout, vraiment, c'est tout, vraiment. J'ai juré, tu m'as convaincu, il y a une séance à 21h45 à côté de chez moi. Et ben j'espère que tu apprécieras, tu me diras au prochain live si tu as apprécié. Mais en tout cas, voilà, moi c'est vraiment un film, encore une fois, je vous invite à le soutenir aussi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment super chouette. Là, globalement, il y a 2 très grands films, je trouve, cette semaine. C'est Y a-t-il un flic et ceux en boucle. Je trouve que c'est un très bon programme. Together et Fixed, vous pouvez passer. Mais globalement, en boucle, je trouve que c'est vraiment, vraiment un très très chouette film. Et que c'est vraiment un film à voir. Et c'est vraiment un film qui en plus est très touchant. Moi, il y a des moments où j'ai failli avoir les larmes. Hein. Clairement, où je me suis dit, putain, mais c'est tellement touchant toute cette histoire. C'est tellement touchant tout ce qui se passe là, durant l'intrigue. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement beau, en fait, ce qui se passe. Et moi, clairement, je trouve que c'est vraiment un super film qui prend son temps, en fait. Qui, au moment où... oui, alors l'affiche française qui est assez... qui vend ça comme une comédie assez classique et tout. Moi, c'est ce qui m'avait repulsé. Répulsé, je sais plus. Mais c'est clairement que je me suis dit, oui, bon... alors cette affiche-là, c'est pas le bon. Mais c'est cette affiche-là... Après, la tagline, ils ne sont pas sortis de l'auberge, me fait beaucoup rire. Mais... clairement, cette affiche-là, à la limite, est un peu plus poétique et tout. Elle est beaucoup plus belle. Mais clairement, moi, du coup, je vais regarder son film précédent, Beyond the Infinite 2 Minutes. Mais je trouve que c'est vraiment un excellent film. Et c'est vraiment un film à voir. Et c'est vraiment un film très touchant. Et c'est un film qui, en fait, sait prendre son temps. Et sait porter un message par rapport au fait d'aller de l'avant. Qui est très beau. Et qui, moi, m'a énormément touché. Et où je trouve que c'est vraiment quelque chose, vraiment un excellent, excellent film, vraiment magnifique. Donc je vous invite tous à aller le voir, à voir également Y a-t-il un flic, qui sont pour moi deux merveilles. Et clairement c'est en boucle, je pense qu'il va rester pas mal dans ma tête.